à toi dans l'univers pétillant du podcast Moi, je voulais juste être Madonna. Le podcast qui te met des étoiles dans les yeux et te donne envie de sortir pour suivre tes rêves. Je suis Erika Galland, artiste dans l'âme, grande rêveuse et multi-entrepreneur dans le domaine de l'art et de la culture. L'une de mes passions dans la vie, c'est la réalisation des rêves. Et pour ça, j'adore écouter les histoires de vie des autres artistes dans l'âme. Alors, pour ce deuxième épisode, je t'emmène dans un univers un peu spécial, celui de Rémi Marvelli, artiste magicien qui a un parcours de vie très original et surtout très inspirant. J'ai hâte de te le faire découvrir. Rémi Marvelli est un magicien intergalactique. C'est après avoir vécu le cancer en 2017 qu'il a plaqué son ancien job de commercial et décidé de consacrer sa vie à sa passion pour la magie et l'humour. Formé à la McBride Mystery et Magic School of Las Vegas, Rémi est spécialisé dans les spectacles et le close-up, illusion, mentalisme et les cartes. Nouvelle Vie est son premier spectacle qui raconte sa transition professionnelle ainsi que sa bataille contre la maladie. Le voyage du magicien galactique, son deuxième spectacle lancé lors du Festival d'Avignon 2023, est considéré comme le futur blockbuster des spectacles jeunes publics. Alors, je suis ravie de recevoir aujourd'hui Rémi Marvelli de ton nom d'artiste. Bienvenue Rémi. Bonjour Erika, merci. Bienvenue dans le podcast Moi, je voulais juste être Madonna. Alors, est-ce que toi, ton rêve d'enfant, c'était d'être une Madonna, un Michael Jackson ou quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que c'était ton rêve d'enfant? Ah, Madonna, Michael Jackson, peut-être pas, mais moi quand j'étais enfant, j'avoue, j'aimais bien faire des blagues et des imitations. Alors, je montais sur les tables quand il y avait des réunions de famille, trucs comme ça, je racontais des blagues devant tout le monde. Et des fois, j'essayais d'imiter, j'aimais bien imiter, tu sais, Jacques Chirac, tout ça, comme fait Laurent Gérard. C'était ça que je faisais moi quand j'étais petit. Ah, c'est marrant, moi aussi. Ah bah voilà. Entre autres. Il y a quand même le spectacle. On a le spectacle en commun, je crois. Ah oui, complètement. En vrai, c'était ça, mes influences de petit, c'était Coluche et Laurent Gérard, parce qu'on m'a fait écouter ça. Alors du coup, je réimitais Coluche en train de faire ses sketchs. J'ai trouvé ça trop marrant. Ah, et alors, tu avais un public... Ah bah ça faisait rire tout le le monde. public de ta famille était captivé ou... Ouais, ça faisait rire la galerie. Évidemment. C'était ça, c'était plutôt ça mon truc. Et alors, du coup, de cette envie, de ces talents de comédien, qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu as poussé plus loin ensuite? Quel a été le parcours? J'ai fait tout l'inverse. J'ai absolument pas poussé. C'était pas évident. Enfance, adolescence, pour moi, c'était une période qui était justement un peu compliquée, dans laquelle je n'ai pas véritablement pu m'exprimer. Et donc, du coup, j'ai fait un parcours qui n'avait rien à voir, parce qu'en fait, je savais pas du coup ce que je voulais vraiment faire. Il y avait rien qui me passionnait à part ça. Donc, par défaut, j'ai choisi par défaut, mais avec mes parents un peu orientés par défaut, et je suis parti vers le commerce international, ce qui par défaut allait bien parce qu'il y avait le côté international, voyage, et puis comme je suis un peu curieux, je me dis ouais, ça peut peut-être être cool. Donc, je suis parti faire des études de commerce international, vraiment sans une énorme motivation, mais c'était quand même intéressant. Et donc, tu es parti faire ces études, tu as voyagé un peu? Alors, à partir de là, j'ai fait que voyager. Alors, en vrai, moi, j'ai jamais été très scolaire. J'ai toujours eu des assez bonnes notes. C'est juste le minimum pour pas qu'on vienne m'enquiquiner, mais vraiment sans me fouler, parce que ça m'intéressait pas du tout l'école. Donc, même les études après, bon, bah voilà, ça a passé, mais vraiment sans forcer le talent. Et puis après, j'ai commencé à voyager et je suis parti, je me rappelle, j'ai fait mon premier stage aux Pays-Bas.
et qui s'est transformé en mon premier job. Donc, j'étais l'assistant commercial du directeur commercial international de la boîte. Et puis, il est parti dans une autre boîte. Il y a un poste qui s'est libéré et pour s'occuper de tout ce qui était le francophone, la France, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le grand bain très jeune, parce que je crois que j'avais 21 ans. Et je me suis retrouvé à être commercial sur la route, à sillonner les pays. Et ça a été le début d'une longue aventure commerciale qui a duré presque 12 ans. Parce qu'ensuite, de fil en aiguille, j'ai bossé dans d'autres boîtes, mais toujours à l'international. Donc, j'ai un peu sillonné l'Europe. Et puis ensuite, je suis arrivé en Amérique. Ah, et alors? Ouais, alors, en fait, j'étais parti en voyage personnel. J'avais fait le Mexique et Cuba, j'avais adoré. Et je m'étais toujours dit, ah, mais qu'est-ce que j'adore ces pays. Si un jour je pouvais y travailler, ce serait trop cool. Et j'ai remarqué que quand on fait ce genre de vœux, l'univers finit toujours par écouter et réaliser. Et je me suis retrouvé, en fait, être directeur responsable commercial pour une boîte française à gérer l'Amérique centrale, donc le Mexique, Cuba et tous les autres pays d'Amérique centrale. Et pour des raisons légales, juridiques, c'était plus simple que je sois basé aux États-Unis, parce que mon ex-employeur avait une filiale là-bas. Donc, je me suis retrouvé à partir en expat à Miami pendant presque 4 ans, à sillonner l'Amérique latine. Alors, justement, il y a un moment dans notre parcours commun, où, comme quoi il n'y a pas de hasard, où on a un peu travaillé pour la même entreprise, non? Plus ou moins? Quand tu étais chez Sodexo. Alors, moi, j'ai pas bossé pour eux, mais on a beaucoup de monde en commun qui était en effet connecté entre Sodexo et moi, c'était Manitou. Ah, c'est ça. Donc, en fait, il y a des liens comme quoi les anciennes vies, les nouvelles vies, parfois se croisent. En fait, t'étais collègue de mon meilleur ami. Mon meilleur ami, il bossait chez Sodexo. C'est ça, voilà. Ok, je me souviens. Donc, c'est drôle, ça. Et donc, ouais, ton ancienne vie de commercial t'a amené aux États-Unis. Ouais. Et alors, que s'est-il passé? Eh ben, tu sais, quand t'as une vocation et que tu n'y prends pas attention ou que tu la rejettes, tu crées des frustrations. Et puis la frustration avec le temps, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Et moi, arrivé du coup à la trentaine, je commençais vraiment à nourrir une frustration de ne pas avoir donné de place dans ma vie au moi artistique. Sachant que j'avais écrit des sketchs, j'avais écrit plein de trucs, et puis je me dis, mais j'ai écrit tout ça, ça peut potentiellement être bien, mais j'en ai rien fait. Alors, ça finit par me trotter, et puis je me suis dit, bon, faut que je fasse quelque chose. Alors, en parallèle, j'avais commencé à développer une première passion pour l'œnologie. Et une fois aux États-Unis, je me suis dit, tiens, en parallèle de mon job, est-ce que je ferais pas un truc à part? Alors, j'ai commencé à monter ma boîte dans les team building autour du vin et du cocktail. Mais c'était vraiment un truc que je faisais à part de mon boulot. Et je trouvais ça trop fun. Et en fait, en faisant ça, je me suis retrouvé finalement, malgré moi, sur le devant de la scène, parce que quand t'animes un team building, quand t'animes une animation d'entreprise, t'es comme un comédien qui fait un peu son one man, quoi. Donc c'est vraiment ça qui m'a mis sur le devant de la scène. Et à ce moment-là, t'avais pas du tout pris. Alors t'avais écrit. Tu disais que c'était pour toi, en fait, t'étais resté dans les placards, c'est ça? C'est ça. Et t'avais pas du tout fait de cours de théâtre ou de. Rien du tout. Rien du tout. J'ai commencé à regarder. Et sauf qu'en fait, il m'est venu une idée saugrenue parce que comme c'était fun, j'ai lancé des concepts qui étaient assez fun, qui étaient assez originaux, dont certains, dont je me suis inspiré de concepts existants, d'autres que j'ai créés moi-même. Un jour, je me suis dit, tiens, mais le vin et la magie, ça n'existe pas, ça. Donc, j'ai commencé à me creuser les méninges. Je dis, mais est-ce que je pourrais pas créer une animation qui fusionnerait un cours de dégustation avec un spectacle de magie? Alors, je fais mes petites recherches et je vois qu'il existe une école de magie à Las Vegas. Je me non, mais j'y croyais pas. Je dis, ils accepteront jamais un gars d'une trentaine d'années qui a jamais fait ça de sa vie. Je dis bon. Je leur ai écrit, j'ai écrit à Jeff. Mais la magie, c'était pas du tout ton truc à ce moment-là, enfin pas plus que ça. C'est un truc que j'ai découvert en cours de route. C'est pas un truc auquel j'avais pensé avant. Je te jure, l'idée m'est venue comme ça, en cherchant. C'est drôle, comme quoi parfois les idées les plus folles, elles donnent lieu à des choses merveilleuses.
Mais complètement, complètement. Parce que je voulais vraiment, tu sais, trouver un concept original qui avait jamais été fait avec le vin. Et je me dis, bah ouais, vin et magie. Et puis même vin, magie et humour. Parce que j'ai essayé de créer des blagues en lien avec le vin. Je voulais vraiment créer un cours de dégustation de vin qui soit fun, drôle et magique. Tu vois, un truc où on fait pas juste que boire du vin. Et donc, je trouve cette école de magie à Las Vegas. J'écris à Jeff McBride, qui est devenu mon mentor, et qui me dit, écoute, ça fait 20 ans que j'ai toujours voulu, en effet, créer quelque chose en lien avec la magie et le vin. Il me dit, tu m'apportes le projet sur un plateau. Il me dit carrément que je vais te former à la magie et on va créer ton projet. Exactement. Donc, je suis allé passer quelques jours à Las Vegas. J'ai rencontré Jeff. Alors, pour information, Jeff McBride, qui est une légende dans le monde des magiciens, mais hors le monde des magiciens, il est un petit peu moins connu, bien qu'il ait fait des apparitions chez Patrick Sébastien. Et ben, quand tu vas chez lui à Las Vegas, donc pas sur le strip, là où il y a tous les hôtels, non, dans le quartier résidentiel. D'extérieur, tu as l'impression qu'il a une maison américaine très commune. Quand tu rentres chez lui, tu as l'impression d'entrer littéralement à Poudlard. Ah non, mais c'est un truc incroyable. Tu rentres chez lui dans son salon qui est immense. Il y a un arbre en plein milieu. Il y a des miroirs de 3 mètres de haut. Il y a des masques partout. Tu es littéralement à Poudlard. Tu prends oui, tu prends une claque. Et il a même une salle cachée dans son deuxième salon où tu poses la main sur le mur et paf, il y a un mur qui s'ouvre. Et là, il y a une deuxième salle de magie avec toute sa bibliothèque. C'est un truc de fou. C'est un musée, quoi. Ah ouais, oui, non mais complètement. Alors là, moi j'ai pris une claque énorme, j'ai découvert ce qu'était le monde de la magie, je ne le connaissais pas en fait. Et là, j'avoue que je suis tombé vraiment amoureux de cet univers fascinant qui est l'univers de la magie. Et j'ai dit, tiens, on va essayer d'approfondir ça. Sauf que ensuite, il est arrivé un truc que j'avais pas trop prévu. Je me suis tapé un cancer. Ah, au moment où tu faisais ta formation? Après, au moment où j'avais commencé à lancer les animations et à vraiment démarrer ce nouveau projet, et qui d'ailleurs en plus que j'avais proposé du coup et qui plaisait bien. Donc si tu veux, j'étais vraiment d'un côté j'avais plus du tout envie de ma vie de commercial, de la vie des grandes entreprises. C'est vraiment un truc où il y avait plus aucun sens là-dedans. Et de l'autre, j'avais fait naître ce truc qui vraiment là qui m'animait mais de fou quoi. J'ai dit putain ça y est, j'ai enfin trouvé un truc qui a du sens et qui me donne envie. Il y avait une flamme qui... corps, il a exprimé, il y avait une tension interne, il savait plus trop peut-être où aller ou quoi faire, et ben ça a créé... il y a pas mal de choses qui se sont passées à ce moment-là. Enfin, toujours est-il que en effet, ça a pas tenu, et donc pouf, c'était août 2017, j'apprends que donc j'ai une tumeur cancéreuse, et que un truc en plus qui est bien méchant. Donc on est parti pour 3-4 mois de chimiothérapie. Wow. Et là c'est le reset complet. C'est le reset complet. C'est la fin pour de bon de ma carrière en entreprise, puisque je la reprendrai pas après ça. Même si la concurrence pour laquelle je bossais m'a contacté, mais j'ai retenu la leçon. J'ai dit non. J'ai dit désolé. J'ai su écouter ton corps quand même. J'ai résisté aux sirènes de la sécurité, de repartir dans un truc que je connais, machin. J'ai dit non, j'ai retenu la leçon, j'y retourne pas. Et alors là, on est en 2018. Je suis revenu en France. J'ai plus rien en fait parce que j'ai dû revenir en France. Je pouvais pas retourner aux États-Unis parce que mon statut était compliqué. Trump à l'époque, il refusait tous les visas, il refusait tout. Donc je pouvais pas retourner aux États-Unis. J'étais bloqué en France. J'étais en train de guérir. Et ton projet avec l'œnologie, ça s'est arrêté du coup? Non, je l'ai maintenu, mais j'ai dû recruter des gens qui faisaient ça. Alors, Edune, j'ai dû apprendre le lâcher prise, de gérer une boîte à distance, mais alors à distance, là pour le coup, hein. Alors, heureusement, dans mon malheur, l'univers m'a envoyé des anges gardiens supplémentaires, on va dire, des personnes de confiance qui se sont occupées de mes affaires là-bas, et j'en ai chapeauté une partie, ce que je pouvais chapeauter à distance, mais ça là-dessus, énorme lâcher prise. Et puis, je me suis retrouvé en fait, au fond du fond, donc à repartir un petit peu vraiment à zéro pour le coup, quoi.
Alors là, mon intuition me dit, t'as besoin de te remettre en joie après tout ce que t'as vécu. Va en Espagne, c'est joyeux là-bas. Là, t'étais Donc, guérie ou t'étais déjà... Enfin, ouais, j'étais guéri. Ouais. t'étais guérie là, donc t'as été J'étais guéri. quelques J'étais mois, et donc tu t'es guéri. fait accompagner par des médecins, j'imagine. Enfin, C'est ça, exactement. J'ai fait 4 mois de chimiothérapie, au terme duquel le médecin me dit, bon, la tumeur est morte. Maintenant, t'es sous surveillance pendant 5 à 10 ans. Donc, je devais aller voir des médecins tous les 6 mois, 1 an. Au début, je devais faire un scanner tous les 6 mois, après tous les 1 an. Maintenant, c'est un tous les 2 ans. Et encore, les médecins me disent tous, c'est bon, normalement, t'es tranquille pour la vie. Bon, bah, ton corps, il s'est bien battu, hein. Bravo. Mon corps, il s'est sacrément battu et c'était vraiment la bataille de toutes les batailles. Mais et donc, nouvelle vie. Ouais, nouvelle vie. Du coup, en effet, vu que je me retrouve dans une situation où j'ai plus rien, je pars à Barcelone. Je sais pas, je me dis va en Espagne. Donc je vais à Barcelone. Et puis en effet, je me dis bon ce coup-là, c'est le moment enfin de donner vie à tout ce que j'ai voulu faire, du théâtre, de la comédie, de la magie. Donc je m'inscris dans une école de théâtre. Je fais du théâtre d'impro, qui est un exercice que je recommande à absolument tout le monde en termes d'apprendre à lâcher prise, monter sur une scène et puis jouer tout ce qui passe par la tête sans réfléchir. C'est dur ça, hein, de lâcher prise. Hein. Très, 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 très dur. Et alors, monter sur scène, en plus, devant les gens, où là, tu n'as pas le choix que de jouer un truc que tu n'as pas préparé, juste ce qui te vient sur le moment, c'est l'un des meilleurs exercices qui soit. C'est l'un des meilleurs. Et donc, ça a été le début. Et puis, de fil en aiguille, j'ai repris la magie. De fil en aiguille, j'ai commencé à m'impliquer dans des nouveaux projets culturels. Je crois que je suis parti... J'ai été pris dans une troupe de théâtre. Tu sais, quand t'es à l'école, t'as dans ton programme culturel d'aller voir tous les X temps une pièce de théâtre. Et pour les Espagnols, c'est la même. Et pour ceux qui faisaient, tu sais, des cours de français, ils devaient aller voir une pièce de français dans leur cursus scolaire. Et moi, j'ai été pris dans une troupe qui jouait Notre-Dame de Paris. Ah, génial. En français. Et donc, j'ai fait une tournée dans toute l'Espagne à jouer. Je jouais le personnage de Frodo, le père Frodo. Et donc, on a sillonné l'Espagne pendant 3 mois. 4 mois, d'ailleurs. Et après est arrivé le Covid. Donc là... oui, c'est vrai. Ah oui, arrêt total des machines, arrêt total des machines, on arrête tout, on rentre à la maison. D'ailleurs, le Covid est arrivé à la fin de cette tournée. Je crois qu'il nous restait 2 ou 3 dates à jouer à Madrid. D'ailleurs, on les a pas faites parce qu'ils nous ont tous renvoyés à la maison. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Arrêt machine. Rebelote, re-arrêt. Après l'arrêt de 2017 par ton corps, l'arrêt 2020 par l'extérieur. Bon. C'est ça. Et puis là, on fait fonctionner les méninges. Alors je dis bon, comment je peux faire pour continuer à survivre, à payer mes factures, à tout ça, alors que je peux plus rien faire ni dans l'événementiel ni dans le spectacle. Et j'ai trouvé une idée qui est d'ailleurs l'idée qui nous a permis de nous rencontrer. Je me suis dit tiens, pourquoi pas, partant d'un constat que tous mes potes étaient en galère chez eux avec les enfants, à pas savoir quoi faire, à pas savoir comment occuper les enfants. Et je me suis dit tiens, peut-être que je peux les occuper 1 heure par-ci par-là en leur donnant des cours de magie. Et oui, on a eu la même idée. Et du coup, on s'est lancé en même temps. Exactement. Alors moi, du coup, j'ai fait des recherches. Je dis tiens, est-ce qu'il n'y a pas des plateformes? Parce que je trouvais des plateformes aux États-Unis qui en effet diffusaient des cours, machin. Je dis mais il y a peut-être ça en France. Et là, pouf, je regarde, tiens, Acapellart. Mais c'est quoi ce truc? Et puis moi, j'ai cherché des intervenants pour faire des cours de dessin, de magie, de théâtre, etc. Voilà. Sauf que la magie, finalement. La magie de la vie, hein. Sauf que du coup, ce qui s'est passé quand même, c'est que vu qu'on était quand même bloqué 2 mois à rien faire, j'avoue que ces 2 mois, je les ai vraiment mis à profit. J'ai fait de la magie tous les jours. Mais quand je te dis tous les jours, à la façon d'un sportif professionnel, j'en faisais 8 heures par jour. Du matin au soir, répétition, travailler les cartes, travailler les manipulations, Vraiment à la façon d'un sportif qui s'entraîne 8 heures par jour, j'ai fait ça. Et puis après, ce qui était génial, c'est qu'on avait même des enfants qui venaient des expatriés. Parce que moi, mon but, c'était d'occuper les enfants aussi et de permettre aux enfants de découvrir des nouvelles choses. Et on avait une petite qui était en Grèce, il y en avait, je sais plus, dans plusieurs pays.
Et ça, En c'était génial Grèce, pour le coup. en Grèce, en Indonésie, je me rappelle qu'il y avait une famille d'expats français en Indonésie. Oui, en Grèce, non mais attends, c'était devenu la folie parce que il y avait des enfants qui étaient aux États-Unis, donc je leur faisais avec le décalage horaire. Il y en a qui étaient sur l'horaire d'Asie, et puis il y en a qui étaient sur l'horaire français. Donc non, non, il fallait jongler entre tout ça. Ouais, mais je me souviens que tu faisais tu faisais même en français, en anglais, en espagnol, non? C'est ça. J'avais ouvert 3 créneaux en 3 langues, exactement. Ouais, c'est ça, Et ça, mais comme quoi, hein, parfois, quand on a des obligations, des impératifs, des contraintes forcées, et ben justement, le lâcher-prise, ben, ça nous oblige à devenir inventif, en fait. bah, complètement. Et puis tu te rends compte qu'en fait, bah, quand tu apportes ce genre de solution, puis enfin, je sais pas, que c'est aligné, que tu fais ça avec le cœur et que tu mets un peu de hargne, ben très rapidement, ça a permis. Et après, pendant 2 ans, j'avais 4 à 5 heures par semaine que j'ai dédié à donner des cours aux jeunes, aux enfants, et ça fonctionnait vraiment vraiment bien. Je l'ai arrêté parce que justement, pendant voilà, j'ai senti que j'avais atteint le niveau suffisant pour enfin me lancer en spectacle. Et du coup, ben, j'ai combiné, j'ai un peu créé mon histoire, et j'en ai fait un spectacle, un one man de magie. Mais Ouais. ouais, un one man de magie. Mais en parallèle, j'avais quand même monté un autre projet qui est pas des moines, c'est que j'ai proposé ça à un copain à moi à Barcelone, un copain du TAD. Je dis, ça te dirait pas qu'on monte du stand-up à Barcelone? Du stand-up en français, parce que c'est un peu le truc qui est à la Ah oui, mode, je me souviens de ce projet. Comment ça s'appelait déjà? les petits Barcelonais. Ah oui, voilà. Les petits Barcelonais, j'ai dit, mais attends, mais il faut monter du stand. On est 80 000 francophones à Barcelone. Il y a presque pas de spectacle en français. Je dis, viens, on va monter une scène de stand-up et une scène ouverte aux artistes francophones. Il m'a dit, bah, vas-y, chaud, je te suis. Et ça a été un carton incroyable. Ah, génial. Comme quoi, là, tu réalisais quelque part ton rêve d'enfant. Eh ben là, c'était la partie humour. J'ai rattrapé la partie humour et on a fait ça tous les mois. Et au début, on faisait ça dans un café-théâtre et arrivé un moment, on a même fait ça 2 fois par mois tellement ça cartonnait. Et comme c'était en plus en après-Covid, que nous, en Espagne, on n'a pas été reconfinés et que vous, en France, ça a été compliqué, ça durait beaucoup plus longtemps, on a commencé à recevoir les artistes francophones, les connus, parce qu'ils pouvaient pas jouer en France. On a reçu Paul Mirabel, on a reçu Pierre Thévenoud, il y a même Gad Elmaleh qui est venu roder son nouveau spectacle à Barcelone parce qu'il a vu qu'on jouait à Barcelone. Ah, extra. Ah oui, oui, non, mais c'était énorme. Et donc, du coup, bah, j'ai fusionné tout ça, parce que les textes humoristiques que j'ai écrits, je les ai utilisés, puis j'ai dit, tiens, on va rajouter des tours de magie par-dessus. Et de fil en aiguille, bah, j'ai constitué mon premier one man, où je me suis dit, bah, je vais raconter mon parcours, mais à ma façon, avec humour et magie. Et Ouais, ce qui était assez. Alors, tu parles de Nouvelle Vie, hein. c'est Le ça, spectacle Nouvelle Vie, ouais. Ben, c'est on ça. on avait collaboré là-dessus sur quelques Ouais. dates en région parisienne. Et ce que j'avais trouvé vraiment très intéressant, c'est que c'est pas que un spectacle de magie où parfois la magie, ça peut être un peu toujours un peu la même chose, les mêmes types de tours ou les mêmes. Et là, en fait, j'ai trouvé que c'était aussi bien pour les enfants comme pour les adultes, parce qu'au-delà des tours de magie qui vont forcément émerveiller davantage les enfants, les adultes sont aussi émerveillés, mais en plus, tu racontes ton parcours, tu racontes ton histoire, et donc ça amène une dimension un peu supérieure. Enfin, on va un peu plus loin que juste la magie. En fait, il y a vraiment un message derrière. Bah, le fait qu'il y ait une histoire authentique et puis sans en dire tous les détails, mais je raconte quand même différentes étapes, différentes époques, et bah, il y a forcément des époques des choses que des gens ont vécues également, donc cette histoire leur parle, les touche. C'est d'ailleurs très fréquent qu'il y a des gens qui venaient me voir à la fin qui en pleurent, hein, parce que mon histoire résonnait dans la leur, en fait, dans la leur ou dans des histoires de leurs proches. Je me rappellerai toujours, j'avais fait un spectacle en Espagne à Madrid, il y a une petite qui vient me voir à la fin en me disant maman aussi, elle a eu un cancer, mais elle a guéri aussi. Elle venait me dire ça, mais tu sais, sans émotion de tristesse, tu vois. Et puis il y a des gens, des adultes qui venaient me voir en pleurs et où vraiment me dire putain, mais il m'est arrivé la même chose, mais moi j'ai pas switché comme toi. Donc c'est vrai que c'est une histoire qui résonnait Bah, énormément. ouais, et puis c'est bien. Enfin, la résilience, je pense que c'est vraiment ce qui peut te caractériser aussi. Et puis le fait
d'avoir réussi en fait à switcher, à changer de vie. Et il y a beaucoup de personnes, bon, moi aussi j'ai réussi à le faire, mais il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas encore, Oui, ou qui sont sur le chemin, ou qui sentent qu'elles ont en besoin, mais elles n'y arrivent pas. Et donc justement des exemples comme le tien, et c'est pour ça que je voulais aussi t'inviter, c'est que c'était parti quand même d'un désir d'enfant, même si c'était pas forcément la magie, mais il y avait quand même l'humour. Tu as eu une bifurcation, enfin voilà, la vie t'a emmené sur un chemin et tu as su rectifier le tir pour aujourd'hui vivre de quelque chose qui fait quoi. Et en fait, c'est ça le but de la vie finalement. C'est pas de s'embêter dans un boulot. C'est on passe tellement de temps au travail qu'il faut vraiment que la joie soit le moteur en fait de chaque instant. exactement. Ça n'empêche pas les doutes. Ça n'empêche pas les doutes, ça n'empêche pas parfois les difficultés. Hein. Ah bah des doutes et des difficultés, je vais même te dire, il y en a très souvent, très régulièrement, mais c'est justement ça qu'on utilise pour avancer. Donc on fait de ça une force. Après, on peut aussi trouver l'épanouissement dans le monde du travail. Il peut y avoir des jobs qui nous mettent en joie, en tout cas pendant un certain temps. Mais c'est vrai que si on n'est pas en joie dans le monde du travail, je dis toujours, attendez pas à ce qui m'est arrivé à moi, de tomber gravement malade pour vous en rendre compte. Oui, et c'est bien que tu puisses porter ce message aussi, de dire, de montrer, voilà, que c'est pas une fatalité. En fait, ça t'est arrivé, ça peut arriver dans un parcours de vie, un problème, un accident, quelque chose. Mais l'important, c'est de réagir, en fait. Et effectivement, il y a des gens qui vont être très bien toute leur vie dans un boulot comme tu as pu faire toi ou moi, et d'autres qui sont pas là. En fait, c'est pas leur place. Et en fait, moi, je me bats aussi. C'est pour ce podcast est là aussi pour ça, pour dire, mais oui, en fait, on a tous des rêves. On n'a qu'une vie. Réalisons ses rêves, en fait. Passons pas à côté, parce que la vie, elle peut s'arrêter du jour au lendemain. Et oui. Et en fait, pour nos enfants aussi, pour la planète, on a un devoir d'être heureux, d'être joyeux, d'amener des bonnes vibes. Et tous les deux, on est très sensibles à tout ça, mais plus il y aura de gens heureux, plus les gens seront épanouis et alignés, plus la Terre, finalement, va mieux se porter. Je ne sais pas si c'est français ce que je dis, mais en tout cas, plus les vibrations de la Terre vont augmenter, et donc plus on a de chances que les choses se passent mieux et qu'il y ait moins de conflits, moins de guerres, etc. Mais je suis totalement... C'est utopiste, mais moi j'y crois. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Honnêtement, je pense que les bonnes ondes sont tout aussi contagieuses. Donc, à l'heure actuelle, clairement, on se fait contaminer par des ondes négatives, par des ondes de peur. Moi, je suis totalement partisan de faire l'inverse, de recontaminer le monde avec des ondes de joie, d'optimisme, parce que ça marche tout autant. Eh ben oui, ça marche tout autant, et ça marche même encore plus fort, parce que moi, je crois beaucoup, tu sais, les bisounours, hein, je suis aussi à la sauce bisounours. Exactement. Les bonnes vibrations gagnent toujours. Exactement. Et parce qu'on fait, parce que tu fais... T'allais dire quoi? Excuse-moi. Non, ça m'est arrivé 2-3 fois. À chaque fois, ça m'éclate, de gens qui m'écrivent quelques jours après avoir vu Nouvelle Vie, qui m'ont dit, ton spectacle, ça m'a fait réfléchir. Lundi, j'ai posé ma démission. Ah ouais? Wow. Ça m'est déjà arrivé 3 fois, ouais. Ouh, attention, là, tu n'es pas responsable des conséquences. Non, c'est la preuve que tu sais que, à mon avis, le bouchon était plus très très loin, et que ça, c'est juste le petit pouf qui a fait faire la différence, je suppose. Eh ben oui, hein, pour reprendre l'analogie de l'œnologie, justement, voilà, c'était le petit pouf, pour ouvrir la bouteille, le petit pouf. Il manquait plus grand-chose. À mon avis, quand on a ce stade-là, c'est qu'il manquait plus grand-chose. Mais je pense qu'à la fin, j'ai mis volontairement un dernier acte qui est vraiment fort choquant, impactant, mais qui fait réagir. Et donc, en fait, suite à ton spectacle Nouvelle Vie, comme ta créativité ne s'arrête jamais, t'en as créé un autre. Et c'est un peu ton actualité du moment. Oui, de toute façon, j'ai clairement une affinité naturelle avec le jeune public, parce que de toute façon la magie, c'est pour les cœurs d'enfants, donc les enfants, les grands enfants, les cœurs d'enfants, et c'est vrai que je me suis dit que le premier spectacle, c'était quand même si, comme tu l'as dit, il y a les tours de magie qui sont toujours là pour émouvoir les enfants, mais que c'est quand même une histoire qui est
plus adulte, j'ai voulu naturellement créer quelque chose qui était plus pour le jeune public. Donc, je me suis replongé moi-même. J'ai fait un travail que j'ai adoré, de revoir les dessins animés de notre enfance, les dessins animés du Club Dorothée, tout ce qui m'a fait vibrer étant enfant, et j'ai voulu m'inspirer de ça pour créer un nouveau spectacle où là, on peut venir avec ses enfants, même à partir de 3-4 ans, sachant que les adultes s'éclatent tout autant, mais il y a le premier, je disais, ouais, en dessous de 6-7 ans, ça va être compliqué. Là, clairement, en 4-5-6 ans, sans problème, quoi. Et donc, c'est pour ça que je disais en intro que tu es un magicien galactique, enfin même intergalactique. Intergalactique, ouais, galactique pour le moment. Bah oui, parce que là, ce nouveau spectacle, c'est plus Rémi Marvelli, c'est l'histoire d'un magicien qui vient d'une autre planète dans laquelle il est étudiant à l'Académie des magiciens galactiques, et il doit terminer sa dernière année d'études. Donc, il a une mission pour valider sa dernière année d'études. Donc il a été affecté à une mission. On l'envoie sur Terre. C'est une mission difficile parce que, en fait, il doit réveiller la magie qui est endormie chez chacun des êtres humains qui sont sous l'oppression des forces du mal depuis des millénaires. Et donc, lui, il doit utiliser de ces petits sortilèges pour réveiller la magie qui sommeille en chacun des gens sur Terre. On peut faire le parallèle avec beaucoup de choses. Chacun y verra les messages qu'il voudra. J'en ai mis beaucoup dans le spectacle. Ah, j'aime bien quand il y a plusieurs lectures comme ça. Il y en a énormément. Et donc, du coup, c'est l'actualité du moment. Tu le joues bientôt à Compiègne, c'est ça? Et tu as d'autres dates? À Compiègne, oui. Alors, moi, je suis actuellement basé dans le sud-ouest, donc j'ai pas mal de dates qui vont être dans le sud-ouest, dans la Dordogne, la Gironde, la Corrèze. Mais là, Compiègne, donc ma terre natale, je suis toujours très content d'y revenir. Et puis, il y a pas mal de dates qu'on est en train de finaliser qui vont être... il y en aura en région parisienne, il y en aura aussi dans le sud-ouest, et il y en aura aussi à l'étranger. Parce que je joue toujours. Peut-être en Suisse, notamment. On y travaille. On y travaille également aux États-Unis. Ah, tu vas revenir à tes premiers amours internationaux, en fait. Bien sûr. J'ai toujours gardé malgré ce qui m'est arrivé, j'ai toujours gardé une affection particulière pour ma belle Floride. Ah. Cool. Et donc, à côté de ça, tu fais aussi tu travailles aussi avec les entreprises, avec aussi des prestations privées. Énormément pour les entreprises, les CE, les arbres de Noël, les associations, les municipalités également, qui, je trouve, depuis le Covid, cherchent vraiment à dynamiser. Il y a une vie de commune qui a beaucoup changé, qui est beaucoup plus, je trouve, dynamique, et donc j'interviens énormément dans les communes, les municipalités. Oui, tout à fait. Ok. Bon, Rémi, écoute, merci pour ce partage, très inspirant. J'espère que les personnes seront enjouées d'écouter ton parcours de vie. Peut-être que ça leur donnera quelques idées. En tout cas, j'espère que tout le monde aura passé un bon moment. Alors, j'aime bien terminer par un mantra, une citation. Qu'est-ce qui te guide? Qu'est-ce qui te guide? Je vais te citer la citation que m'a dite mon mentor Jeff McBride, pour revenir à lui. Et sa citation que j'adore, c'est « Là où il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de magie ». Alors, j'aime cette citation pour deux raisons, parce qu'évidemment, du point de vue du magicien, quand on nous demande toujours comment on fait nos tours de magie, tout ça, on peut pas les révéler, parce que si on les révèle, il y a plus de magie. Mais j'aime beaucoup cette phrase parce qu'il y a une deuxième lecture à cette phrase. S'il y a pas de mystère, il y a pas de magie. Bah oui, si on lâche pas prise et qu'on n'arrête pas de tout contrôler, tout vouloir contrôler ce qui se passe dans nos vies, on ne laisse strictement aucune place aux surprises que la vie peut nous amener. Et oui, très, très bien, je la connaissais pas, je garde ça, j'aime bien. Alors, pour te retrouver, donc tu as des comptes, des réseaux sociaux, j'imagine, tu dois avoir un site web. Alors, dis-nous où est-ce qu'on te trouve? Sur Insta. Alors, tiens, je vais te faire la petite blague que je fais à la fin de mes spectacles. Vous pouvez me retrouver sur Insta, sur TikTok pour les jeunes, sur Facebook pour les retraités. Rémi Marvelli, Rémi avec un Y. Attention, j'y tiens, tout le monde met sur les affiches Rémi avec un I. Non, Rémi avec un Y. Rémi avec un Y, Marvelli avec un Y. Donc voilà, sur Facebook, Instagram, TikTok et sur mon site internet qui porte le même nom.
Bon, génial. Bah, écoute, Rémi, merci beaucoup. Merci à toi, Erika. Plein de bonnes choses pour ton spectacle que tu joues ce week-end. Merci beaucoup. Et puis toutes les dates qui arrivent. Et puis, on a hâte de voir la suite des aventures du magicien galactique. Où va-t-il partir ensuite ? Tu verras. Il y a plein de surprises qui arrivent, mais chaque chose en son temps. Il y a plein de surprises. Ok, écoute, merci beaucoup et puis à très bientôt. Et merci à tous pour votre écoute. Salut, Erika. Je te remercie pour ton écoute. Si tu as aimé ce rendez-vous, si tu souhaites ne manquer aucun des prochains épisodes, tu peux t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast ou Spotify, pense à laisser un 5 étoiles pour faire grandir cette émission. Tu peux bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux de Acapellart, sur Instagram, LinkedIn et Facebook, et visiter le site internet de Acapellart, acapellart.com. Tous les liens sont dans le descriptif du podcast. En attendant de te retrouver ici ou ailleurs, n'hésite pas à partager, commenter, ce sera un bonheur de te lire. À bientôt pour de nouvelles aventures.